Bonjour, mon association organise une conférence gesticulée. C'est une conférence gesticulée. Bonjour. Bonjour, une conférence gesticulée, je sais pas si... Non, c'est pas chiant, hein, c'est une conférence, ça va, c'est pas trop chiant. Il faut venir, c'est mon association, on l'organise. Voilà, c'est ce soir. Vous en voulez? Vous aussi? Non? Oh, non, mais c'est pas grave, je vais bien. Je pense qu'il faut vraiment arrêter les tracts. Je dis ça pour les militants, j'ai pas trop jamais eu de plaisir à ça. On dit que c'est le contact qui compte quand on donne des tracts, mais j'ai jamais trop... Je suis sûr que ça marche pas, quoi. D'ailleurs, je voudrais faire un test tout de suite, là. Je voudrais savoir qui c'est qui est venu grâce au tract. On a fait des flyers pour venir à cette soirée-là. Et voilà, j'aimerais savoir que lèvent la main ceux qui, dans cette salle, n'ont pas eu cette information en direct auprès de soit des Ateliers du Vent qui organisent cette soirée, auprès du Pavé, voilà, qui ne connaissent pas directement un des organisateurs et qui donc n'auraient pas pu avoir cette information sans le fly. C'est grâce au fly et au tract qu'ils sont venus, ils ne sont pas stagiaires dans les stages que le Pavé organise en ce moment et ils sont là par hasard, quoi. C'est-à-dire c'est des non-convaincus, ceux qui ne font pas partie de la tribu. Donc, je ne sais pas, levez la main ceux qui n'auraient pas pu avoir cette information sans le fly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7. Peut-être 8 là-bas, ils n'osent pas trop. Voilà, 8 sur 150. Je ne sais pas combien on est ce soir, peut-être à peu près. Et on a fait 1250 tracts pour voilà, communiquer sur cet événement. Et ça a fait venir 8 personnes. Donc, c'est beaucoup de travail, d'énergie. En plus, on n'est pas d'accord sur le graphiste. Après, il faut les distribuer, c'est long, il fait froid, et 8 personnes. En fait, on aurait pu les appeler, quoi, ça aurait été plus rapide, en fait. Et en fait, c'est chiant, quoi, parce que moi, je voudrais changer le monde, puis on est entre convaincus, là, donc ça sert à rien, en fait. Les non-convaincus, ils sont pas venus, quoi, ils sont 8. Alors, on va pas y arriver comme ça, quoi, donc... Même vous, pourquoi vous êtes venus, vous savez déjà en fait que le capitalisme c'est pas bien, que l'écologie c'est mieux. Voilà, vous avez déjà vu plein de conférences qui disent ça, vous avez lu des livres et vous venez encore, quoi. On va jamais changer le monde comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, faut arrêter de venir à des conférences comme ça sert à rien, quoi. Enfin... Puis voilà, moi je suis militant. Alors, quand on est militant, bah, voilà, on distribue des tracts, ça fait ça. Alors sinon après on fait des débats. Mais c'est pareil, on n'est qu'entre convaincus en fait. À chaque fois on se plaint dans les débats parce que bah ouais, on se connaît tous, quoi. On sait déjà qui va dire quoi presque avant le débat même. Alors c'est pas. Alors sinon on fait des manifs. Alors ça c'est pour se plaindre qu'en fait le monde il n'est pas comme on voudrait. Alors on dit c'est pas bien, c'est pas bien. Puis en fait ça change pas non plus grand chose. Bon. En plus, j'en ai un peu fait mon métier de changer le monde, quoi. Alors, évidemment, c'est pas facile, quoi. C'est comme si on disait aux gens, est-ce que vous voulez venir avec nous pour changer le monde? Mais c'est une méthode qui marche pas. Mais venez quand même, parce que on sera plus nombreux à faire des trucs qui marchent pas, ça sera plus... Vous voyez? J'ai commencé ça à 17 ans, en fait. Voilà, j'ai cherché le métier le plus feignant possible, celui qui prendrait le moins d'efforts, et puis j'ai décidé que c'était animateur socioculturel. J'ai eu cette intuition, en fait. Alors fausse, hein, s'il y en a qui... C'est pas du tout... c'est pas du tout un truc de feignant, quoi. Hein. Donc j'ai passé le BAFA, et en fait, au BAFA, c'est le diplôme pour être animateur en centre aéré ou en colo. Et là, j'ai découvert l'éducation populaire. Alors ça veut dire changer le monde, en fait. Voilà, c'est tout ce qu'on pourrait faire dans la société pour que le monde y soit mieux, quoi. Et éducation populaire, changer le monde. J'étais en terminale, j'avais 17 ans et je suis allé voir du coup ma conseillère d'orientation, d'information d'orientation pour définir mon avenir en fait. Alors je lui ai expliqué ça, j'ai dit bah voilà, j'ai fait mon stage BAFA, moi je voudrais changer le monde. Alors elle m'a dit il n'y a pas trop de métiers, elle a regardé dans les listes, on a cherché ensemble, elle m'a dit bon, aider les gens à travailler ensemble dans l'entreprise, c'est pas mal ça. Je dis, bah, oui, c'est peut-être un bon début, je sais pas. Et donc là elle m'a donné mon destin. À 17 ans, elle m'a dit, en fait, ton métier, ce que tu veux faire, en fait, c'est DRH.
Je vous assure que c'est vrai. Hein. Alors donc du coup, je me suis retrouvé en faculté de sciences économiques, parce que c'est ça les études pour faire des RH, en fait, il faut faire sciences éco. Bon, alors j'ai mis quelques années comme ça avant de me rendre compte que pas du tout, hein, c'est pas du tout ça évidemment. Hein. Donc, j'ai fini par faire des études d'animateur socioculturel. Alors je pensais que c'était comme l'éducation populaire, c'était pour changer le monde. Alors en fait, pas du tout, c'est pas du tout pareil. Et voilà, c'est triste quoi. Voilà, dans ces conférences entre convaincus, tout ça, voilà, je vais encore vous répéter ce soir que le capitalisme c'est pas bien. Vous allez apprendre encore plus de choses pour savoir pourquoi le capitalisme c'est pas bien, qu'il faudrait que ça change. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'à faire des tracts, des débats, des manifs, des trucs comme ça, on augmente l'écart entre ce qu'on sait, que le monde il va pas bien, puis on n'est toujours pas capable de le changer en fait. Alors plus on s'informe, plus l'écart est grand, plus on a l'impression d'être impuissant, quoi. Plus, je sais pas, peut-être masochisme, je sais pas pourquoi on continue à faire ça encore et toujours. Bon, alors c'est pas non plus, des fois ça marche quand même, mais c'est pas souvent. Ça m'est arrivé une fois, en fait, ça avait bien marché, j'étais animateur socioculturel, et puis on avait décidé de faire un projet autour du chômage. Alors pour commencer, on s'était mis devant les agences ANPE à l'époque, et puis on s'était dit, bon, il faut d'abord parler à des chômeurs pour qu'ils viennent, parce que sinon on va encore être entre eux convaincus, ça va servir à rien. Donc on s'est dit, on va aller là où ils sont, donc on va à Pôle emploi, quoi. Puis on s'est dit, bon, alors comment on rentre en contact d'abord? Alors on s'est dit, bon, en fait, il faut leur poser une question, qu'ils aient envie d'y répondre, et puis comme ça, on pourra commencer la discussion, en fait. Alors on a vachement cherché une question qui leur donnerait à tous envie de nous répondre, voilà, leur situation un peu. Et on a eu voilà, une idée super, ça a trop bien marché. Je vous montre la question qu'on a posée aux chômeurs. Ils sortaient de l'ANPE, en fait, puis nous, on les accueillait avec un petit café, et on leur posait ça comme question. C'était génial. On a eu des discussions, mais incroyables, quoi. Tiens, je vais le mettre devant, tiens. Et puis on leur a dit, faut venir, en fait, on va faire des débats, des conférences, voilà, pour vous expliquer le chômage, tout ça. Alors, comme on avait discuté avec eux, qu'on avait sympathisé, ils sont venus quand même, en fait. Enfin, on n'était pas contre-convaincus, il y a plein de monde, c'était super. Et donc pendant 2 jours, on leur a mis plein la face. Hein. Alors, Gilles Balbastre, le chômage a une histoire, analyse du chômage, voilà, solide quoi. Et puis le 3e jour, on a eu cette intuition que j'avais rarement eu avant, c'était de mettre rien. D'ailleurs, c'était festival, mais il n'y avait rien. Le 3e jour, ils étaient venus quand même, et on avait juste fait un grand festin. Ça s'appelait le festin des feignants. Et on avait fait voilà, un super festin, du crabe, des soupes, des trucs, des machins, génial. Et on leur avait, voilà, on amenait de la nourriture comme ça toutes les 2 heures, voilà, un super festin qui durait toute la journée. Puis on leur a dit, voilà, maintenant vous savez tout sur le chômage, on n'a rien de plus à vous dire, nous en tant que militants associatifs, voilà, on vous a dit tout le savoir, là, voilà, on ne sait pas quoi faire, donc je sais pas, si vous avez des idées, voilà, on vous laisse une journée pour ça, quoi. Et ils en ont eu une, en fait, à plein, et il y en a une qu'on a mis en œuvre, et c'était un réseau d'alerte. Les chômeurs, entre eux, ils ont décidé de faire une chaîne téléphonique, et si quelqu'un avait les huissiers qui débarquaient chez lui, il avait juste à passer un petit coup de téléphone, et dans la demi-heure qui arrivait, on était une trentaine dans la cage d'escalier pour empêcher l'huissier de faire son travail. Incroyable ce truc-là. Hein. Bon, évidemment, en tant que militant, on n'y aurait jamais pensé tout seul. Là, il s'agissait de faire vraiment des choses. On n'a pas souvent ces réflexes-là. D'ailleurs, on s'est rappelé pourquoi on n'avait plus ces réflexes-là. C'est qu'on a tout de suite eu des problèmes avec nos subventions. Évidemment, la mairie n'était pas du tout d'accord pour qu'on fasse des choses qui changent vraiment des choses. C'est pas du tout l'idée. Alors voilà, je suis animateur socioculturel de formation. Et en fait, je voudrais faire de l'éducation populaire. C'est pas du tout pareil, quoi. Alors dans l'éducation populaire, on pourrait faire plein de choses. Les associations socioculturelles, les MJC, les centres sociaux, les maisons de quartier. Ouais, moi, j'aurais plein d'idées, mais c'est pas de l'animation socioculturelle, quoi. C'est de l'éducation populaire. Et j'en ai fait une petite liste. Je vais vous montrer ce que ça pourrait être, en fait. Alors voilà, je pense que dans une association, là, si on faisait du développement personnel, des jeux collectifs, des cours de sciences politiques, des cours d'histoire politique, des débats participatifs, une lucidité sur la fin du monde, quand même, c'est assez important. Du coup, une cellule de soutien politique, une fois qu'on a appris la fin du monde. Alors, des expériences intimes et collectives, je pense aussi que ça serait un accompagnement personnel, une recette pour changer le monde, voilà. Et puis mes tripes perso, j'aimerais bien qu'il y ait les tripes perso des gens qui puissent aussi rentrer là-dedans, quoi. En fait, ce que je vous propose, c'est que dans le temps qu'on a ensemble, là, que je vous fasse tout ça, là, en 2 heures.
Bonsoir. Mon nom est Saul Alinsky. Je suis américain et dans les années 50-60, j'ai beaucoup travaillé avec des opprimés, des dominés, et beaucoup travaillé des méthodes pour faire en sorte que les gens sortent de leur impuissance à modifier leur vie, qu'ils apprennent à se battre, qu'ils augmentent leur pouvoir d'agir, vous voyez, en fait. Alors je vais vous raconter une petite histoire, c'était sur la question du logement dans le Bronx dans les années 60. Donc je me baladais dans la rue, puis je demandais aux gens, dans la rue, tiens, dis-moi, est-ce que tu aurais des problèmes de logement? Évidemment, dans le Bronx, dans ces années-là, il y en avait plein qui répondaient par l'affirmatif, quoi. Et du coup, je lui ai demandé de me raconter ces problèmes de logement. Puis je lui ai dit, écoute, est-ce que tu accepterais de venir en parler dans un petit groupe? Là, j'ai rencontré d'autres gens comme toi, puis moi aussi, je me rends compte qu'il y a des problèmes de logement ici, et j'aimerais bien qu'on en parle collectivement, on ne peut pas rester tout seul, chacun avec ça, en fait. Donc ce que je te propose, c'est que tu viennes, je sais pas, après-demain, quoi, après-demain soir, tu viens, on sera une petite quinzaine, puis tu raconteras ce que tu m'as raconté là, tu me raconteras tes problèmes de logement. Donc effectivement, 2 jours plus tard, on se retrouve à une quinzaine, et puis chacun son tour, va s'exprimer sur ses problèmes de logement. Et là, la phase d'après, c'est qu'il va falloir apprendre à nommer l'ennemi. Nommer l'ennemi, ça veut dire qu'une fois que tout le monde s'est exprimé, il va falloir choisir un ennemi pour commencer à lui taper dessus. Nommer l'ennemi, mais il faut que l'ennemi soit suffisamment petit pour qu'on puisse lui casser la gueule quand même. Bah oui, si vous prenez un ennemi trop balèze, ça ne va jamais marcher. Donc si, en tant que militant, vous expliquez à des gens qui ont des problèmes de logement, qu'en fait, tant qu'on n'aura pas abattu la propriété privée, ça ne va pas être facile pour eux, par exemple, ça peut démotiver. En disant, oui, mais en attendant, je fais comment avec mon chiotte qui fuit, quoi. Vous voyez ? Alors des fois, il faut des tout petits ennemis. Hein. Donc avec ce groupe-là, en fait, je leur ai dit, bon, on pourrait au moins commencer par demander à ce qu'ils repeignent la façade de l'immeuble. C'est quand même pas bien compliqué, c'est un coup de peinture, c'est quand même pas grand-chose. Donc ce que je vous propose, c'est que demain, tous là, on va tous dans l'office HLM, voilà, on va voir le patron, puis on lui dit, quoi. On lui dit que là, on est une quinzaine, nous, on est déterminés, et ce qu'on a envie, voilà, c'est au moins qu'ils fassent ça, quoi. Et voilà, on ne lui laisse pas le choix, je veux dire, voilà, faut leur dire aussi quand même que, collectivement, ah bon, t'es sûr, et tout ça? Ouais, venez. Donc le lendemain, on se retrouve à une quinzaine, on rentre dans l'office HLM, et là, j'ouvre la porte du directeur, et je lui dis, écoute, mon bonhomme, on est nombreux là, on est énervés, t'as 15 jours. Si dans 15 jours, la façade de l'immeuble n'est pas repeinte, on revient, on casse tout. T'as compris? Et avant qu'il ait pu dire un mot, je claque la porte et je m'en vais. 15 jours après, c'était fait. Ce que j'avais pas dit au groupe, c'est que les travaux étaient déjà prévus de toute façon. C'est pour vous dire comment parfois l'ennemi doit être choisi d'une manière, vous voyez, bien choisie, suffisamment petit pour qu'on puisse lui casser la gueule. Vous voyez, ça commence à prendre son sens. Et puis une fois qu'on a choisi un petit ennemi, qu'on a reçu lui casser la gueule, il ne faut pas s'en arrêter là, auquel cas ce serait, je sais pas, du fascisme, du populisme. Non, c'est pas l'idée, hein. C'est de commencer par là parce que c'est le seul ennemi qu'on est capable d'abattre, puis après il faut augmenter la taille des ennemis. Hein. Donc on augmente comme ça la taille des ennemis, jusqu'à, on peut aller très haut comme ça. Hein. Au bout d'un moment, on s'est battu pour qu'ils rénovent le quartier en entier, hein, pas juste les façades, qu'ils rénovent tout. Hein. Donc là, on voulait s'en prendre au conseil municipal de Chicago, vous voyez. Bon, alors comment faire? On s'est dit, bon, on va pas faire une manif, hein, ça ne marchera jamais, hein, évidemment. Donc il faudrait faire pression. Sur qui on pourrait faire pression pour que les hommes politiques changent d'avis? On a eu l'idée de penser à leurs femmes. Donc on s'est dit, on va leur pourrir la vie, quoi. Peut-être ça va nous permettre d'obtenir gain de cause. Hein. Voilà, il faut choisir son ennemi, il faut être déterminé. Donc les femmes, comment leur pourrir leur vie? On a décidé d'aller à l'opéra, parce que c'est là, voilà, un des lieux fréquentés par les femmes de ces messieurs. Donc on a acheté des places d'opéra, l'opéra le plus prestigieux de la ville. Et donc c'était légal, hein, on a acheté nos places et on allait avec des centaines de pauvres dans cet opéra, assister aux représentations en même temps que ces femmes notamment. La différence suivante, c'est que juste avant d'entrer dans l'opéra, on demandait à chacun de ces pauvres, du coup, de manger le plus d'haricots rouges possible. On arrive dans mon élément de tactique suivant, il faut agir de manière non conventionnelle. Et ça, ils ne peuvent pas le voir venir, en fait. C'est extrêmement compliqué à contrôler, de savoir ce qu'on a mangé avant de venir à un spectacle. On a donc pourri l'air, hein, soyons clairs.
Alors c'est bien d'agir de manière non conventionnelle, mais pour l'ennemi. Il faut que nous, ceux qui se battons, il faut que nous, on soit à l'aise dans ce qu'on fait, vous voyez. Et donc là, péter dans un opéra, ça leur allait bien, je veux dire. Alors par contre, en face, pas du tout. Quel scandale, je veux dire, ça va se répandre, la rumeur va se savoir, ça va faire des articles dans les journaux, tout le monde va se moquer de cet opéra, ça va ridiculiser la culture qui est passée dedans. Donc ils ont eu très très peur, effectivement. Hein. Donc effectivement, ces femmes ont, sur l'oreiller, obtenu très rapidement gain de cause, et ce quartier a été réhabilité. On peut aller encore plus loin, en fait. Dans ma vie, j'ai une fois réussi à faire céder un aéroport en entier. Un aéroport, hein, c'est balèze comme structure. Hein. Donc pour faire céder l'aéroport, on a bien réfléchi, on s'est dit, bon, si on y va frontal, voilà, ils sont très organisés, on ne fera jamais rien. Je veux dire, empêcher un avion de décoller, c'est déjà tout un bazar. Hein. On a donc eu l'idée suivante, on leur a envoyé un fax, et sur ce fax, on a écrit « Nous viendrons tel jour, nous serons nombreux, nous serons déguisés en riches, en clients d'aéroport, vous ne pourrez pas nous reconnaître. Nous aurons chacun un bon bouquin, et nous nous enfermerons chacun dans un chiotte. Bon courage. » C'est quoi ça ? Bon, alors attends, les mecs, ils vont venir, ils vont occuper les chiottes. Bon. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les vrais clients... Oui, parce qu'en fait, dans les aéroports, en fait, quand on prend l'avion, c'est très pénible d'aller aux toilettes dans l'avion. Donc la plupart des gens se retiennent et vont aux toilettes en descendant de l'avion. C'est un classique des aéroports. Hein. Donc voilà. Bon, donc, tous ceux qui vont vouloir aller aux toilettes vont se rendre compte que toutes les toilettes sont occupées. Ils vont donc saturer le personnel de l'aéroport. On fout le bordel, effectivement. Bon, alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on va leur dire que, on est désolé, il n'y a plus de toilettes disponibles, voilà, ceux qui ont des enfants, ceux qui ne peuvent pas se retenir, il va bien falloir qu'ils fassent quelque part, de toute façon, ces gens, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer vraiment? Ou alors, il faudra peut-être contrôler l'accès aux toilettes, mettre un chronomètre, ou demander si les gens vont bien faire pipi ou caca. Non, ça, c'est non. Clientèle d'aéroport, on ne peut pas se permettre de faire ça, c'est pas possible. Alors quoi? Eh bien alors quoi? Alors ils ont eu très peur en fait, tout simplement. Quoi. Ils se sont dit, mais si jamais le monde entier sait, parce que vu que c'est un aéroport, ça va se savoir, hein, que l'aéroport de Chicago est un cacadrome, même pas à ciel ouvert en plus, que tout le monde chie n'importe où dans cet aéroport, c'est voilà, le ridicule sur nous pour des années, on ne peut pas laisser faire ça. Quoi. Donc de manière préventive, ils ont fermé cet aéroport une journée entière de peur qu'on vienne. Pour faire ça, il faut vraiment mettre en place l'action. Donc là, c'était juste les menaces. Les menaces sont souvent plus efficaces que l'action elle-même. Et évidemment, quand on fait des actions comme ça, il faut toujours espérer qu'il va y avoir un mouchard dans la bande, hein, une taupe, un jaune. Il y en a tout le temps un. Et voilà, donc il faut vraiment mettre en place les commissions. Il faut que, voilà, lui, il dise à la direction de l'aéroport qu'ils sont vraiment en train de le faire. C'est pas, ils rigolent pas, quoi. Hein. Donc là, effectivement, les bus étaient déjà organisés, les commissions étaient faites, on avait, voilà, le transport était prévu, etc., etc. Donc ils ont vraiment eu très peur. Ils ont vu qu'on allait vraiment le faire. Hein. Donc agir de manière non conventionnelle. Sortir du champ d'expérience de l'ennemi, mais rester dans le champ d'expérience, dans notre champ d'expérience, que nous nous sentions à l'aise, mais que lui, que l'ennemi soit dérouté, vous voyez. Et une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a mené ces actions-là, dernière étape, il faut célébrer. Et oui, en fait, on a un peu oublié faire la fête, quoi. Pourquoi on fait la fête aujourd'hui, le samedi soir? Parce que c'est samedi soir, parce que la semaine est finie, parce qu'on se prépare à celle d'après. On n'a plus de raison politique de faire la fête ensemble, en fait. Et peut-être que dans 6 mois, la façade de l'immeuble qui a été repeinte, tout le monde aura oublié ce détail. Mais si le soir même, on a organisé une fête en bas de l'immeuble, avec tous les habitants, cette fête-là, elle va rester dans les mémoires. La fête, c'est pas du bonus, ça fait partie de l'action, quoi. Ça fait partie du militantisme. Voilà, 6e étape. Et avec tout ça, voilà, on a connu pas mal de victoires. Alors, c'est vrai qu'en France, j'ai pas mal de résistance. J'en trouve que c'est plutôt manipulatoire, que c'est pas honnête, limite populiste de prendre des faibles, certes, mais moi je suis du côté des opprimés, et ce que je peux vous dire, c'est que dans mes actions, il y a eu des résultats, et leur vie s'est retrouvée améliorée, quoi. Merci à vous. Alors un petit jeu pour continuer. Je vais vous demander de vous mettre par quelques-uns, comme ça, avec vos voisins, devant, derrière, et de me dire quels sont les usages du pétrole qui consomment le plus de pétrole. Donc dans le pétrole, on compte en barils. Hein. Un baril, c'est 160 litres. Donc tout le monde voit bien tout ce qu'on peut faire avec du pétrole. Hein. On peut faire pas mal de choses avec du pétrole. Mais dans tout ce qu'on peut faire avec du pétrole, lequel de ces usages en consomme la plus grande partie de mon baril? Vous voyez?
Donc là, je vais vous laisser 2-3 minutes pour me faire un petit tiercé, un petit tiercé des usages du pétrole, trouver l'usage qui consomme le plus de pétrole, puis le deuxième, puis le troisième. J'en ai une petite dizaine, je vais vous donner les solutions juste après, puis on va voir si un groupe arrive à trouver le tiercé dans l'ordre. Donc moi, c'est King Guibert, géologue. Je travaillais beaucoup dans le pétrole, pour Shell notamment. Puis voilà, j'ai ensuite, par la suite, inventé une courbe qu'on appelle le pic de Huber. Je vous en parlerai juste après, mais d'abord, je vous laisse 3 minutes pour essayer de me trouver le tiercé dans l'ordre des usages du pétrole. C'est parti. Premier usage, tout ce qui serait la pétrochimie. Bon, alors je sais, c'est pas en pétrole, mais voilà, je le mettais quand même, parce qu'avant je disais d'autres trucs avec ça. Donc la pétrochimie, est-ce que des groupes n'ont pas mis la pétrochimie dans leur tiercé? Ouais, l'ensemble des plastiques, tous les plastiques, quoi. Donc, qui n'aurait pas mis ça dans son tiercé? Tout le monde l'a mis? Ah, il y a un groupe qui l'a pas mis là-bas. Ok, donc tout le monde a faux déjà. Il reste un groupe potentiel pour le tiercé dans l'ordre. En fait, tous les plastiques cumulés, hein, toute la pétrochimie, tout ça, c'est un tout petit bout de mon baril, tout petit bout. Donc il n'est pas dans le tiercé du tout, quoi. Il est très loin. Alors c'est fou, hein? Parce que je veux dire, quand on voit les quantités de trucs en plastique produits dans le monde chaque année, et si je vous dis que c'est qu'un tout petit bout de ce qu'on fait avec le pétrole, alors qu'est-ce qu'on en fait? J'imagine que tout le monde a répondu, par contre, les transports. Non. Or, à lui tout seul, c'est la moitié du baril. Voilà, nos transports, c'est du pétrole, le chauffage, c'est du pétrole, nos déplacements, notre électricité, nos énergies. Les bateaux, ça sert encore beaucoup. Hein. Toutes les marchandises qui circulent d'un continent à l'autre sont encore énormes. Hein. C'est par bateau, donc c'est du pétrole. Nos vêtements, c'est du pétrole. Notre santé, c'est du pétrole. On roule sur du pétrole, on mange du pétrole. Et on est envahi de trucs et de bidules qui sont faits en pétrole. Ça fait combien de temps que c'est comme ça, en fait? Je veux dire, surprend 2 générations au-dessus de nous. Bon, ils se déplaçaient dans quel périmètre autour de chez eux, quoi? C'était quoi leur territoire de vie, en fait? Et comment ils se déplaçaient? Ils se chauffaient comment? Ils voyageaient en avion? C'était quoi la part d'électricité qu'il y avait dans leur maison? S'il y en avait, à quoi ça leur servait? Quelques ampoules, quoi. Hein. Quelle quantité de marchandises circulaient d'un continent à l'autre? Comment étaient faits leurs vêtements? Voilà, et comment ils les entretenaient? Quels étaient leurs systèmes de santé? Comment étaient faites les routes, les voies de communication? Que mangeaient-ils? Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est ça l'agriculture moderne. Que mangeaient-ils il y a ne serait-ce que 2 générations? Et de quoi était fait leur mode de vie, en fait? En quoi étaient faits les objets qui les entouraient? C'est fou. On a l'impression que c'est depuis longtemps et pour toujours. Eh bien, pas du tout. Alors, en fait, ça fait pas très longtemps du tout. Hein. On connaît même directement, voilà, nos grands-parents qui n'étaient pas du tout comme ça, je veux dire. Bon, alors pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui fait que, voilà, en très peu de temps, on a basé notre mode de vie entièrement sur le pétrole, quoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est pour son rendement énergétique. Je vais expliquer un peu. Vous prenez n'importe lequel de ces usages, je ne sais pas, le camion, vous regardez la distance que vous pouvez faire avec 1 litre de pétrole, combien faudrait-il de personnes pour pouvoir faire cette même distance dans le même temps? Il faudrait une dizaine de personnes qui pédaleraient une journée entière. Une journée entière. Donc, quand on fait un plein, j'ai compté pour vous, c'est comme si on embauchait 15 personnes pendant 1 mois. Et après, on trouve que l'énergie, c'est cher. Moi, je vous dis, c'est gratuit, l'énergie. C'est vraiment gratuit. Comparez le salaire de 15 personnes sur 1 mois et le prix d'un plein. J'ai fait le calcul pour vous. Chaque Français consomme actuellement en moyenne 23 à 24 barils par an. Donc, notre mode de vie, si nous devions nous passer du pétrole, il faudrait que nous ayons chacun en moyenne à notre disposition 120 esclaves. Nous avons chacun à notre disposition 120 esclaves, les esclaves énergétiques. Voilà. Alors, à quoi ils nous servent? On en a, pas dire de bêtises du coup, 28 qui pédalent 24 heures sur 24, voilà, tout le temps, pour qu'on puisse faire les déplacements qu'on effectue dans notre vie quotidienne.
On en a 27 pour l'énergie, l'électricité. Donc si tout ce qu'on fait grâce à l'électricité fallait des bûcherons, quoi, je sais pas, qu'ils coupent du bois dans la forêt, qu'ils le fassent sécher, puis qu'ils le brûlent, et avec l'énergie produite, la chaleur produite, puisse faire voilà, tout ce qu'on utilise pour l'électricité, il faudrait une trentaine de bûcherons, quoi, hein. On a chacun 25 ouvriers pour fabriquer tous les petits bidules comme ça, tous les objets de notre vie quotidienne, et on a chacun 21 paysans pour produire la nourriture que nous consommons en moyenne en France. Donc pour combien de temps on en a encore? Est-ce que vous avez des chiffres en tête sur voilà, le monde du pétrole? Ça va durer encore, je sais pas, tant d'années, et après il n'y en aura plus, quoi. Est-ce que vous avez des chiffres en tête? 2050? Ou en année, comme vous voulez, en date ou en année, c'est pas. 30 ans? 20 ans? 50 ans? Bon, voilà. C'est les chiffres donnés par les médias dominants. Donc à ce niveau-là, je suis obligé de vous dire qu'il y a deux mondes dans le pétrole. Les optimistes, ils sont là. Et les pessimistes. Je vous présente les optimistes sur la fin du pétrole. Donc dans les optimistes, on a les multinationales de l'énergie, les pays qui produisent du pétrole et les gouvernements des pays riches. Bon, eux sont à peu près d'accord, et ça tombe bien, les médias dominants reprennent plutôt leur version, pour dire qu'il reste entre 30 et 40 ans de pétrole. Alors comment arrive-t-il à ce calcul-là ? Si j'écris en noir... Il reste environ 1200 milliards de barils de pétrole sous terre. Et actuellement, chaque année, on en consomme 30 milliards de barils. Voilà. Donc si je divise ce qui reste sous terre par ce qu'on prend tous les ans, je divise 1200 par 30, je tombe sur 40 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le ratio RP dans le monde du pétrole, réserve divisée par production, et c'est le calcul qui nous permet d'estimer combien de temps encore on va pouvoir maintenir ce mode de vie. Bon, alors ce chiffre est bidon, hein, bien sûr, en tant que géologue spécialiste du pétrole, je peux vous l'affirmer. Premièrement, pour connaître le montant de ces réserves-là, il faut demander aux pays qui produisent du pétrole, hein. Donc si vous voulez savoir combien l'Arabie Saoudite a de pétrole, voilà, il faut demander au ministre d'Arabie Saoudite du pétrole. Donc ils montent tous, parce que plus on a des grandes réserves, plus on a le droit de pomper fort dedans. Donc plus on se fait du pognon en fait. Ça c'est la règle dans l'OPEP. Donc depuis que cette règle existe, depuis 1983, ils trouvent tout le temps des réserves relativement importantes. Donc il faudrait virer ces réserves qu'on nomme politiques. Et on arriverait à 900 milliards à peu près. Donc si je divise par 30, on tombe sur 30 ans. Donc suivant si on prend en compte les mensonges des pays producteurs de pétrole, c'est pour ça qu'on a dans les médias dominants un chiffre qui dit qu'entre 30 et 40 ans, voilà, après il n'y en aura plus, quoi. Donc si on suit leur raisonnement, ça veut dire que non changeons rien, vous voyez, c'est super dans longtemps, hein, 30 ans, c'est incroyable ça, c'est optimiste, quoi. Donc on ne change rien, on garde nos 120 esclaves chacun, là, et puis on est en 2012, certains jours de 2042, quelqu'un, quelque part dans le monde, utilisera la dernière goutte de pétrole. Et puis, à partir de ce jour-là, on ne pourra plus du tout se déplacer, plus du tout, et puis aucune voiture pourra rouler sur Terre, on ne pourra plus se chauffer, il n'y aura plus d'avion qui va décoller, on n'aura plus d'électricité, à peu près. Les marchandises ne pourront plus circuler dans le monde, on n'aura plus de vêtements, en tout cas plus en pétrole, notre santé va se casser la gueule, on ne pourra plus nourrir qu'un tiers de l'humanité, on ne pourra plus avoir de voies de communication, et on n'aura plus aucun bidule en plastique. C'est la vision optimiste de la fin du pétrole. C'est ça qu'ils nous racontent, en fait, hein, changez rien, tout va bien. Alors, à côté de ça, on a des pessimistes de la fin du pétrole. Alors, dans les pessimistes, on a des experts du pétrole en retraite. Donc moi, j'étais pessimiste pendant mon activité, j'ai d'ailleurs chié un peu. Mais alors les autres, ils sont plutôt optimistes pendant qu'ils bossent, puis le jour de la retraite, tac, pessimiste. Après, on a des militants, voilà, autour de la question des énergies, qui savent que ça ne va pas du tout se passer comme ça, pas pour 30 ans. Puis on a les jeunes qui sont persuadés que l'avenir, ça ne va pas du tout se passer comme ça ne sera pas ça le mode de vie, quoi, hein. Une partie des jeunes en tout cas. Alors les pessimistes, donc qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ils nous racontent qu'en fait ça ne va pas du tout durer 30 ans, hein, ça va durer beaucoup moins longtemps que ça. Alors pourquoi ?
parce qu'il se base notamment sur le pic de Huber, donc cette courbe que j'ai inventée dans les années 50. Voilà, alors en fait, je vais vous la montrer. Qui dans la salle a déjà entendu parler du pic de Huber? Qui connaît déjà ma trouvaille? Une petite minorité quand même, hein. D'accord. Alors, donc voilà, donc je suis géologue, expert pétrolier, j'ai travaillé pour les grandes multinationales à aider ces entreprises à trouver les endroits sur Terre où il y avait beaucoup de pétrole, et puis les aider à exploiter au mieux, en fait, ces réserves de pétrole, quoi. Alors, je me suis rendu compte, quand on exploite une nappe de pétrole, voilà comment ça se passe. Au début, tant qu'on n'a mis aucun derrick sur la nappe de pétrole, ça ne produit rien. Ça va, c'est plutôt simple. Ensuite, on va installer nos derricks sur la nappe de pétrole. Ça va prendre un certain temps, un certain nombre d'années. Et voilà, plus on va installer de derricks sur la nappe de pétrole, plus ça va produire beaucoup. Puis au bout d'un moment, on va arrêter d'en mettre plus. On a mis tous nos derricks en place, quoi. On arrête d'en mettre plus. Donc là, tous nos derricks produisent au maximum. Donc on va avoir ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire chaque année, la production sera à peu près la même, puisque tous nos derricks sont au rendement maximum, tous, quoi. Donc on a un plateau. Et puis au bout d'un moment, certains derricks vont commencer à ne plus produire. Je vais refaire en haut après, là, j'explique en bas. Ne plus produire, donc la production va décliner, quoi. Donc, en gros, une nappe de pétrole qu'on exploite, ça donne cette courbe-là. Comme on a commencé à produire, à exploiter à peu près tout en même temps, hein, la ruée vers l'or noir, hein, c'est pour ça qu'en une ou deux générations, on a basé tout notre mode de vie sur le pétrole. On a commencé toutes les explorations en même temps, toutes les exploitations en même temps. Donc, je vais vous en faire par exemple 3. Donc, plus ou moins, voilà, une plus grosse par exemple. Voilà. Et puis, la courbe que j'ai produite, qui s'appelle donc le pic de Huber maintenant, revenez à dire, plutôt simplement, si on veut savoir la courbe de production d'un pays, voire du monde entier, il suffirait d'additionner la production de chacune des nappes de pétrole qu'il y a dans ce pays-là, quoi. Donc, au début, on n'aura pas grand-chose, plus pas grand-chose, plus pas grand-chose. Vers le milieu, on aura le rendement maximum, puis vers la fin, on n'aura plus grand-chose, quoi, hein. Donc je vous fais une courbe qui cumule ces 3 nappes-là, si vous voulez. Donc ça va nous faire un truc comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pic de Huber. Alors, en fait, ça fait ça, c'est géologique. La production va augmenter jusqu'à un maximum, puis là, elle va décliner très fortement. Donc j'ai annoncé aussi que le pic mondial de pétrole aurait lieu en l'an 2000. Je me suis un tout petit peu trompé, parce que je ne pouvais pas savoir en 1956 qu'il y aurait 2 chocs pétroliers, qui fait que même les jeunes dans la salle, qui n'étaient peut-être même pas nés, connaissent quand même les slogans qui avaient lieu à l'époque, qui dit qu'en France, on n'a pas de pétrole. Alors voilà, j'essaie de vous montrer que c'est débile, qu'on n'a pas de pétrole, ça c'est vrai, je vous confirme, on n'a pas beaucoup d'idées non plus. Alors de combien je me suis planté? Débat d'experts. Si on regarde le haut de cette courbe à la loupe, c'est pas un arrondi aussi propre, vous imaginez bien. Donc si on regarde ce point-là à la loupe, ça ressemble à ça. La courbe monte, et après on a un truc comme ça, et puis ça redescend. C'est un plateau en tôle ondulée, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est quoi l'idée? C'est de dire que ça va atteindre un maximum, puis là le pétrole va coûter très cher. Donc comme il va coûter très cher, on va en consommer un peu moins, donc ça va chuter. Comme ça va chuter, il va y avoir trop de pétrole par rapport à la consommation, donc du coup il va devenir pas cher. Donc on va reconsommer, puis etc., etc. Donc ça va suivre un truc comme ça, puis au bout d'un moment, on aura beau vouloir mettre plus cher ou quoi, il n'y en aura plus assez, donc on aura le déclin, quoi, hein. Donc pour savoir le vrai pic de pétrole, si vous voulez, il faudrait savoir laquelle de ces bosses est la plus haute. Est-ce que c'est celle-là, là, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est ça? On s'en fout, nous, en fait, c'est pareil, quoi. A priori, le pic de pétrole mondial, il était dépassé en 2006. 2006, on a eu un pic en tout cas. Il y en a eu un deuxième là en 2008. Il y en a eu un troisième en 2011. Il y en aura peut-être encore un en 2013 ou 2014, voilà, on ne sait pas bien en fait. Les chiffres sont tellement opaques qu'il nous faudra quelques années avant de savoir quand est-ce qu'on aura vraiment dépassé le pic. Mais a priori, c'est déjà fait. C'est sans doute 2006. Donc voilà, le pic c'est 2006, donc je vais vous faire maintenant au-dessus la vraie courbe mondiale de production de pétrole.
c'est à peu près la même. Hein. Je vais juste intégrer dedans les deux chocs pétroliers. On a un truc comme ça, un premier choc pétrolier, un deuxième choc, et là on est par là, quoi. Alors la demande de pétrole, elle fait plutôt ça, évidemment. Il y a la Chine qui en veut beaucoup, tout ça, la population augmente, et a priori l'offre de pétrole, ça risque plutôt de faire ça. On va donc avoir un problème là, que je vais signifier là, si vous voulez, entre l'offre et la demande, vous voyez, ça ne va pas le faire. En fait, je leur ai dit en 1956, il faut absolument changer de modèle de société. Je veux dire, on va dans le mur, quoi. Faut... Prophète de l'Apocalypse. Bah, tant pis pour eux. Hein. Merci bien. Sciences politiques, c'était ce que je viens de faire, hein, je ne l'ai pas marqué, mais donc là on va passer au cours d'histoire politique. Ben, ça va se passer là aussi d'ailleurs. Comment ça va se passer cette histoire vue du peuple? Je vous propose un petit cours d'histoire voilà, sur la période 2010-2040. Donc on est effectivement déjà en 2040, hein, et je vais donc vous expliquer comment l'humanité s'est débrouillée pour supporter le pic de Uber et réussir à basculer dans un monde sans pétrole. Hein, comment ils s'y sont pris? Bon alors, bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, ils avaient tous des voitures individuelles. En fait, même quand ils voulaient une baguette de 200 grammes, ils prenaient leur voiture qui faisait 1 tonne pour aller à 3 km chercher leur pain. C'était normal à l'époque, ils ne trouvaient pas ça débile, ils trouvaient ça normal, quoi. C'était comme ça. Ils pensaient même que ça allait durer toujours, ils ne voyaient pas où était le problème. C'était leur mode de vie. C'est vrai que vu d'ici, on peut trouver ça débile, on peut se dire mais dans quel monde vivaient-ils pour ne pas se rendre compte de l'incongruité de la situation? Non, ils ne se posaient pas la question. Bon. Alors, ils ont eu peur quand le pétrole a commencé à monter à la pompe, quoi, pour leur voiture, en fait. Ils ont vu le prix du litre augmenter. Là, c'était entre 2010 et 2015, quoi, le début. Alors, en 2008, il y avait déjà une petite crise, mais entre 2010 et 2015, voilà, ça a commencé à monter. Ça s'est passé comme ça, hein, vu du peuple. Et puis là, on a eu les premiers plans sociaux un peu de masse, hein, dans le monde de l'automobile, justement. Hein, ils l'avaient déjà vu en 2008, forcément, en 2010-2015. Bon, je sais que c'est Pôle emploi, mais c'est des vieux dessins voilà, d'archives que j'ai retrouvés. Donc j'ai mis l'ancien logo, c'était NPE. Donc on a eu des licenciements de masse, quoi, dans le monde de l'automobile, parce que le prix du pétrole augmentant, c'était plus possible de se déplacer autant. Bon, puis c'est vers 2015, du coup, qu'ils ont commencé à avoir une perte de pouvoir d'achat. Ils ne l'ont pas vu venir, en fait. On ne leur a jamais dit, le pic de Uber. Ils ne savaient pas à l'époque. On ne leur disait pas. Alors pourquoi perte de pouvoir d'achat? Parce que au début, ils pensaient que le problème, c'était leur voiture, en fait. C'était en faisant le plein de leur voiture que ça allait leur coûter plus cher. Mais en fait, pas du tout. Ils ne se sont pas rendus compte, en fait. Hein. Donc à l'époque, ils faisaient du ketchup industriel. Hein. C'est bizarre, parce que le ketchup, il n'y a que 3 ingrédients. Hein. Tout le monde les connaît dans la salle. Donc il y a des tomates, et sinon, du sucre et du vinaigre. Bon, évidemment, nous, vu d'ici en 2040, voilà, je veux dire, les tomates, on les prend dans le jardin, le vinaigre, on le fait nous-mêmes, et puis bon, il faut faire venir du sucre, quoi. Et bien, à l'époque, hein, en 2010, ils ont fait une étude entre la tomate qui pousse quelque part et la bouteille de ketchup dans le frigo, il y avait 52 étapes de transformation. Et évidemment, si jamais chacune de ces 52 étapes coûte plus cher, vous comprenez bien que c'est le ketchup qui va coûter plus cher. Donc voilà, ils ont dû choisir dans leurs 120 esclaves, là, desquels esclaves ils allaient se passer en fait. Hein. Voilà, c'est quoi le superflu? C'est très subjectif, ça dépend de chacun. Donc ce qui est sûr, c'est que ils ont tous consommé un peu moins de tout, quoi. Il y avait forcément dans le tas, il y en avait qui allaient partir moins loin en vacances, d'autres qui allaient arrêter d'acheter des vêtements, d'autres qui allaient moins se soigner, d'autres qui allaient arrêter de manger des burgers, d'autres qui allaient moins se chauffer, d'autres, voilà, tout existe. Donc ils ont commencé à arrêter d'acheter du superflu. Et puis là, voilà, entre 2015 et 2020, forcément, autant là on a vu un chômage dans le monde de l'automobile, mais si là on consomme moins de tout, ça fait du chômage de masse dans le chauffage, dans le transport, dans l'énergie, dans les vêtements, dans la santé, dans l'agriculture, enfin partout, quoi. Hein.
Donc on a eu un chômage de masse, quoi. Et derrière, les grandes dépressions des années 20, hein, tout le monde les connaît maintenant. Bah ouais, parce que si le chômage de masse de partout, c'est l'économie qui se casse la gueule. Hein. Et pour eux, de l'époque, ce qu'ils ont vécu, c'est des récessions, des dépressions, des trucs en forme de vague, comme ça. Puis des fois, ça allait un peu mieux, puis un an après, ça se cassait la gueule à nouveau, puis un an après, ça revenait un peu mieux, etc., etc. Donc ils ont eu des récessions de plus en plus longues, de plus en plus rapprochées, jusqu'à cette récession sans fin qu'on a connue pendant les années 20 et 30, hein, 2020-2030. Bon, donc, voilà, tout le monde le sait, donc 2021, le crash du dollar. Bon, alors évidemment, ça a donné des émeutes. Mais des émeutes, oui, parce que jusqu'ici, ce qu'il faut comprendre au XXe siècle hein, et au début du XXIe, c'est que le pouvoir d'achat de tout le monde augmentait jusqu'ici. Vous savez, les riches comme les pauvres, leur nombre d'esclaves augmentait, donc tout le monde s'y retrouvait en fait. Alors les riches s'enrichissaient très vite, les pauvres beaucoup plus lentement. Mais ce qui se passe, c'est que les riches et les pauvres s'enrichissaient tous les deux. Donc même si les inégalités augmentaient, elles étaient supportables pour les pauvres. Le système fonctionnait en fait. Mais forcément, dès que la récession a commencé à apparaître, dès que le niveau de vie a commencé à descendre, pour les riches comme pour les pauvres, hein, du coup, les pauvres se sont rendus compte, puisque eux perdaient du pouvoir d'achat, que c'était quand même vraiment dégueulasse, les inégalités. Hein. Bon, et c'est pour ça qu'à l'époque, la croissance était si importante, on les bassinait avec la croissance. Voilà, parce que les riches le savaient, la croissance, c'est ça qui tient la paix sociale, je veux dire. S'il n'y a plus de croissance, la paix sociale ne pourra pas durer. Les pauvres ne vont pas supporter les inégalités, quoi. Hein. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils se sont révoltés, hein, les grandes émeutes. Puis derrière, les guerres du pétrole. Hein. Bon, c'était déjà commencé depuis longtemps, les guerres du pétrole. Mais voilà, ça a été l'apothéose. Bon, l'Amérique s'était déjà bien positionnée en Irak et tout ça, un peu en amont, ils avaient vu venir. Et puis les terribles années 30, quoi, hein, où le système part en déliquescence. On se retrouve avec des épidémies énormes, le système de santé se casse la gueule, on ne sait plus bien gérer la société, tout part, une sorte de fuite en avant, on ne sait pas se réorganiser, tout le monde veut continuer à vivre comme avant absolument, et voilà, on tombe dans un scénario comme ils n'ont rien anticipé. Et puis voilà, dans les années 30, les rendements agricoles qui commencent à baisser. Donc, oui, difficile de nourrir toute la terre. Hein, donc, baisse des rendements agricoles. Et du coup, les grandes famines des années 2030, on n'est plus capable de nourrir la terre, la population sur Terre. Voilà, et puis au courant des 2030-2040, la fin du tourisme de masse. Alors oui, ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est très bizarre vu d'ici, hein, c'est que des fois, en France, en Europe, aux États-Unis, par exemple, ils avaient froid l'hiver. Vous me direz, c'est normal, l'hiver, il fait froid. Et eux, non, ils trouvaient que c'était vraiment trop froid, donc ils traversaient le monde pour avoir un peu chaud, 3-4 jours, quoi, puis ils revenaient, ils retraversaient le monde dans l'autre sens. C'était là-dessus. C'était pas exceptionnel, on s'en parlait comme ça, j'irais bien avoir chaud 3 jours, puis je vais retraverser la Terre pour revenir ici, quoi. Bon, ça les choquait pas. Bon, alors ça, évidemment, ça a mis du temps à disparaître. Hein, petit à petit, évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus aucun tourisme de masse comme ça, plus personne ne traverse la Terre pour une semaine, évidemment. Hein. Quand on va à l'autre bout du monde, on le sait bien, hein, c'est pour 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est un tourisme, c'est plus du tourisme de masse, quoi. Ça a quand même duré longtemps. Et puis la fin des automobiles individuelles. Parce que ça, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils se sont battus autant qu'ils ont pu, hein. Ils ont rogné sur tout le reste. Mais ça, c'était vraiment en dernier qu'ils ont accepté de renoncer à l'automobile individuelle. Hein. C'était entièrement basé sur l'automobile. Hein. On ne se rend pas compte, évidemment, vu d'aujourd'hui, mais voilà, à l'époque, ils avaient tous une voiture. Des fois, ils avaient même 2 ou 3 voitures par famille. C'est débile, ils ne peuvent pas les conduire en même temps. Bah ouais, mais il y avait la voiture du week-end, la voiture de la semaine, la voiture pour l'été, la voiture pour l'hiver. Donc voilà, il y avait une quantité de voitures incroyable, et donc ça, il a fallu renoncer petit à petit. Donc voilà, la fin de l'automobile individuelle, hein, vous vous en rappelez peut-être encore, hein, années 2030-2040, jusqu'à arriver aujourd'hui, hein, où évidemment, un t-shirt qui est produit en Bretagne coûte bien moins cher qu'un t-shirt qui est produit en Chine, où le ketchup qui est fait à la maison coûte évidemment bien moins cher que le ketchup industriel. Donc dans un monde relocalisé, dans un monde où du coup la production se fait aux environs des lieux où on habite, quoi. Hein.
Donc voilà l'histoire qui a permis d'arriver voilà, d'une société du tout pétrole vers une société sans pétrole. Merci de m'avoir écouté pour ce petit cours d'histoire. Alors, vient le moment du débat participatif. Alors, un débat participatif en France, je ne sais pas pourquoi on prend ce terme-là. En fait, un débat participatif, c'est-à-dire que vous allez écouter un conférencier, et puis, vers la fin, on va vous signifier qu'on n'a plus qu'un quart d'heure pour les questions. Donc, ce qu'on appelle un débat participatif, c'est la possibilité laissée aux plus grandes gueules dans la salle d'oser poser une question à l'expert qui va pouvoir en remettre une couche. Donc, c'est ce qu'on appelle en France un débat participatif. Alors, l'idée, c'est que les experts soient toujours bien à l'aise. Il faut qu'ils soient bien dans leur, voilà, dans leur exposé, qu'ils ne soient pas mis en danger. Donc il y a différentes techniques pour ça. Bon, l'idée du débat, c'est que les questions posées à l'expert ne soient pas trop dérangeantes pour lui et aussi pour le public. Imaginez que l'expert n'ait pas réponse, pardon, pas la question. Ce serait extrêmement désagréable pour lui-même avant tout, puis aussi pour les gens. Qu'est-ce qu'il raconte depuis 2 heures s'il ne sait pas répondre, c'est n'importe quoi. Donc il y a plein d'astuces pour ça. Je veux dire, plus on monte haut dans la hiérarchie politique, plus c'est bien contrôlé. Donc quand on est tout en haut de l'État, par exemple, donc là on fait appel à des gens absolument aux ordres, dont on leur donne les questions à l'avance, et puis on leur demande de poser celle-là, et puis c'est tout. Ça s'appelle un journaliste en France. Alors ça, c'est pour le haut niveau, parce que là, il faut se les payer, ils coûtent cher, tout ça, bon, c'est du haut niveau. Donc moi, je pense que je n'ai pas du tout les moyens de faire appel à un journaliste professionnel. Donc après, en radio, par exemple, ils filtrent les questions. C'est-à-dire que si vous voulez poser une question à l'antenne d'une radio, ce n'est pas du tout en direct, en fait. Vous appelez le standard. Le standard filtre. S'il estime que la question n'est pas trop dérangeante, vous pourrez la poser à l'antenne, mais sinon, pas du tout. Bon, après, on peut avoir l'oreillette aussi de secours, pour au cas où je serais un peu mal à l'aise, etc., etc. Donc voilà. Donc là, je vous propose de faire un petit débat, et pour ceux qui n'auraient pas l'habitude d'aller dans ces débats-là, je vais vous montrer ce que ça donne, donc, pour que vous ayez bien le sentiment de ce qu'on peut vivre. J'ai préparé les questions à l'avance, ce qui me permettra d'être totalement à l'aise. Alors, le thème du débat, ce serait des réactions par rapport à la conférence sur la fin du pétrole qu'on vient de voir là. Peut-être y a-t-il des réactions dans la salle qui pourraient remettre en cause tout ce qu'on a dit là. Il y a peut-être des trucs que vous dites, oui, mais il ne prend pas du tout ça en compte, c'est pas valable en fait, sa démonstration. Donc si, bien sûr, c'est tout à fait valable. La preuve, c'est qu'on va faire un petit débat pour vous démontrer qu'il n'y a pas du tout de souci. Donc je vais répartir les questions pour qu'on ait bien l'illusion que ça vienne de partout dans la salle. Si tu veux m'en poser une. Elles sont numérotées, comme ça, c'est en bas à droite. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Voilà, je vous en prie. Peut-être une petite question par là. Quelqu'un veut poser une question? Pourquoi pas? Une un peu plus dans le fond, pour faire style que le fond de la salle participe aussi. Alors j'appelle l'expert. Alors, je vous en prie, peut-être des réactions dans la salle. Donc je vais prendre quelques... Je suis désolé, on n'a plus que très peu de temps, une dizaine de minutes maximum. Donc je ne pourrai prendre que quelques questions. On s'est fait encore une fois déborder par les horaires. Donc on y va peut-être une première réaction ici, quelque part. Oui, monsieur? Je vous en prie. On découvre encore du pétrole, du gaz de schiste, le sable bitumeux, l'offshore profond. Alors pourquoi dire qu'on va manquer de pétrole? Alors, on découvre encore du pétrole. Alors, c'est vrai qu'on en découvre encore. Il y a quelques découvertes, mais relativement très peu. Alors, j'ai mis où mon panneau? Hop. Vous voyez, la courbe des découvertes. En fait, il y a une courbe des découvertes du pétrole qui est la même que cette courbe-là, mais qui est 30 ans plus tôt. Parce qu'il y a un délai de 30 ans entre le moment où on trouve une nappe de pétrole et le moment où on l'exploite. Or, la courbe des découvertes du pétrole, elle suit, c'est la même, quoi, je veux dire. Donc en fait, elle plonge ici depuis déjà 20 ou 30 ans. Donc ça fait 20 ou 30 ans qu'il n'y a aucune découverte d'envergure dans le monde du pétrole. On en trouve encore, mais c'est des toutes petites quantités, en fait. Et monsieur, je vous répondrai même que si aujourd'hui, ils en sont à récupérer du pétrole à 3000 mètres sous la mer, ou alors à transformer du sable pourri en pétrole au Canada,
ou à prendre du gaz de schiste, ce qui fout un bordel dans la population, c'est quand même bien qu'ils sont aux abois. S'ils avaient le choix, s'il restait encore beaucoup de pétrole, ils ne feraient pas du tout des trucs comme ça, ils feraient comme avant, un coup de pioche au Moyen-Orient, puis ça sort tout seul, quoi. Donc s'ils en sont rendus là, je vous l'assure, c'est qu'en fait, on ne trouve plus grand-chose. Hein. Deuxième réaction, peut-être? Oui, s'il vous plaît. Oui. Mais vous cherchez peut-être à nous faire peur, non S'il n'y a plus de découverte de pétrole, il existe peut-être d'autres sources d'énergie, le gaz, le charbon, le nucléaire, peut-être même des énergies renouvelables. Alors ça, c'est la question d'après. Je vous demanderai de ne pas déborder de la question que je vous ai posée. Vous voyez comme c'est dangereux de laisser le peuple s'exprimer. C'est incontrôlable. Genre, on est obligé de vérifier que ça se passe bien. Alors, sinon, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, le pétrole, le gaz, le charbon. Nucléaire. Et le nucléaire. Eh bien, en fait, le principe du pic de Huber, qu'on a vu tout à l'heure, il est aussi valable, évidemment, pour toutes les réserves fossiles. Je veux dire, ces matières-là ne sont pas illimitées. Donc, il y a aussi un pic qu'on va dépasser pour le gaz, pour le charbon, pour l'uranium. Et incroyable, le pic de gaz, il est prévu pour 2015. Le pic d'uranium, il est prévu pour 2025. Le pic de charbon, il est prévu pour 2060. En fonction de comment vont réagir les Chinois, bon, il y a différents scénarios. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que pour ces trois énergies-là, le pic va être dépassé aussi bientôt. Donc on va bientôt atteindre ce qui s'appelle le pic de tout. On a encore la moitié du pétrole qui reste. La question n'est pas la fin du pétrole, c'est la fin du pétrole bon marché. Donc que ce soit pour ces énergies-là qui ne sont pas non plus illimitées ou avant pour l'offshore profond, le problème, ce n'est pas qu'il ne restera plus de pétrole, c'est qu'il ne sera plus assez suffisamment bon marché pour qu'on puisse continuer à vivre comme ça. Hein. Donc c'est le même rapport pour le renouvelable et l'électrique, il faut le développer, mais ça ne règle absolument pas le problème. On sera obligé de se passer d'une bonne partie de nos esclaves de toute manière. Une dernière réaction avant de conclure? Excusez-moi, je ne peux pas croire que la science ne trouvera pas de solution. Par exemple, le moteur à hydrogène, la fusion froide, les algues. Encore une fois, mais vous êtes contre le progrès. Ces mecs-là sont les plus dangereux. Parce que ça, j'ai pas trop la réponse en fait. Relis la première phrase de ta question que tu vas me poser. J'ai du mal à croire que la science ne trouvera pas de solution. J'ai du mal à croire que la science ne va pas trouver de solution. J'ai du mal à croire que la science ne va pas trouver de solution. Il ne s'agit pas de croire, monsieur. Pourquoi êtes-vous dans la croyance? Donc vous croyez que la science va trouver des solutions. Donc comme vous avez cette croyance-là, du coup, il n'y a pas nécessité d'avoir un principe de précaution et de se demander si, par hasard, la science n'y arrivait pas, est-ce qu'on laisserait donc crever les 2/3 de l'humanité en disant, bon, pas la peine de se prendre la tête, la science va trouver des solutions. Ça s'appelle du scientisme, monsieur. C'est une religion, c'est un dogme. Et vous pressez la tête avec ça. Le progrès, c'est pas du tout le scientisme. Le progrès, c'est de voir comment notre qualité de vie pourrait être améliorée. Pas du tout de voir comment on pourrait gaspiller encore plus vite l'énergie qui nous reste, quoi. Ensuite, pour tous ceux qui doutent, je voulais finir par vous dire quand même quelques références que j'ai eues sur cette partie qui était là, sur la partie pétrole, qui va s'achever là avec la fin de ce débat. Donc voilà quelques livres à la volée. Le pétrole, ça a l'air chiant, hein. Ça l'est en fait. Mais ça dit déjà à peu près ça. Bon, il n'y a pas les dessins, hein, on est bien d'accord. Hein. Et là, j'ai fait, ah tiens, quand même, il y a un truc là-dedans. Et puis, j'ai lu Économie et géopolitique du pétrole. En fait, ils ont tous l'air chiants, je suis d'accord, c'est pas la peine de le redire à chaque fois. Donc, Économie et géopolitique du pétrole. Ah ouais, d'accord, je commence à plus comprendre 2-3 trucs sur la face cachée du pétrole. Là, j'ai fait, ah les salauds, ils nous disent pas tout. La guerre mondiale du pétrole. Ah, ben on y va plus clair. La guerre mondiale du pétrole. Au bout du pétrole, tout ce que vous devez savoir sur la crise énergétique. Et puis j'ai fini par trouver Pétrole Apocalypse. Si vous ne devez en lire qu'un, je vous conseille le dernier, non pas que le titre soit drôle, mais il l'est plus, c'est que c'est plutôt la Bible, hein, voilà, c'est celui qui explique le mieux, le plus accessible, le plus complet. Pétrole, la fête est finie, mesdames, messieurs.
Voilà, et je vous ai préparé un petit tract, puisqu'on ne peut pas poursuivre plus longtemps les échanges, je suis désolé. Et donc sur ce tract-là, vous aurez toutes les sources que j'ai utilisées. Alors c'est des sources faciles d'accès, parce que je ne vous prends pas non plus pour plus intelligent que vous êtes. Je suis comme expert. Donc c'est des choses plutôt drôles, courtes et simples à comprendre. Mais par contre, avec ces sources-là, vous pourrez avoir accès des liens vers des sources un peu plus complexes. Donc je vous laisserai ce truc-là, parce que je ne vous demande pas de me croire. Je vous demanderai même plutôt de ne pas me croire. Je trouve que ce qui est dit ici a une telle gravité qu'il serait peut-être intéressant de se faire son propre avis sur ce truc-là, d'où l'intérêt de ce fly, pour ne pas se baser uniquement sur un expert qui peut-être est juste un peu dérangé. Merci. L'erreur, je l'espère, des survivalistes. Lucidité sur la fin du monde. En Amérique, ils savent déjà que le pétrole a une fin, parce qu'eux, ils ont bien vu leur nappe de pétrole s'épuiser. Et du coup, il y a là-bas des communautés qui se préparent à affronter la fin du monde. Ils sont persuadés que d'ici peu, des millions de hordes d'affamés vont déferler des villes vers les campagnes à la recherche de nourriture. Et que donc, il faut se préparer. Et se préparer pour eux, ça veut dire planter des patates, mais aussi apprendre à les défendre. C'est un vrai problème, parce qu'ils sont déjà armés, en fait, en Amérique. Et dans ces scénarios un peu de fin du monde, il y a des hypothèses plutôt probables de guerre civile, parce que comme ils sont déjà tous armés, une fois que ce système va tomber, comment va réagir la population ? Bertrand Meilleux, philosophe, là on va aller au fond du pessimisme, lucidité sur la fin du monde. Je pense que ce qui va se passer avant tout, quand les gens vont comprendre en fait que le pétrole est en train de tomber, que ce mode de vie va devoir s'arrêter, que la réaction sans doute première, peut-être aussi parmi certains d'entre vous dans la salle, va être de se dire « Merde, je voulais visiter le Mexique, je vais peut-être plutôt y aller cet été que dans 3 ans. » Et qu'avec ça, l'hypothèse la plus probable est comme la disparition de l'espèce humaine dans le siècle à venir. Ils le disent sérieusement, après avoir réellement étudié les mécanismes d'inertie et de fuite en avant qui pourraient avoir lieu dans l'humanité dans les dizaines d'années à venir. À l'autre bout, on a James Lovelock, un climatologue extrêmement réputé, qui prévient que si on utilise tout le pétrole qui reste sous terre, donc c'est une question même pour les optimistes, 30 ans, 40 ans, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va manquer de pétrole, on va sans doute, pour continuer à vivre comme avant, remplacer par du charbon, du gaz et de l'uranium autant qu'on peut. Et ce qui nous explique, c'est que si on utilise le pétrole qui reste et la moitié du charbon qui reste sous terre, si on le brûle, et c'est parti pour, parce que le charbon est la réserve la plus abondante, donc sans doute on va remplacer nos centrales par des centrales à charbon, c'est déjà ce qui se passe en Chine, alors la température sur Terre pourrait augmenter de 8 degrés en moins d'un siècle. Et lui, en tant que climatologue, nous révèle à quoi ressemblerait la Terre dans moins d'un siècle si la température augmentait de 8 degrés, c'est-à-dire si on utilisait tout le pétrole qui reste sous terre. La Terre, c'est un désert. C'est un désert, et on a juste le pôle Nord qui restera un milieu tempéré. Même le pôle Sud, c'est un désert. Et donc certainement que les survivants de l'humanité essaieront de remonter vers le pôle Nord pour continuer à survivre là-haut. C'est joyeux. Ce à quoi Bertrand Meilleux répond « Oui, mais de toute façon, on va tous mourir, on le sait déjà. » Donc maintenant que vous le savez, et c'est trop tard parce que vous le savez, ça rend encore plus malheureux de ne rien faire et de passer sa vie à dire « Merde, on va tous crever ». Il n'y a donc plus d'autre choix, ma foi, que de se bouger le cul et de se demander comment changer ce putain de monde, parce que de toute façon, on sera encore plus malheureux si on ne fait rien, quoi. Donc lui, là, c'est en tant que philosophe, il a dit « Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité ». C'est sans doute un moteur. En tout cas, c'était le mien, c'était ma partie lucidité sur la fin du monde. On va passer à la cellule de soutien, si vous voulez bien. Ça va ? Cellule de soutien politique. En fait, tous les mecs qui ont écrit tous les livres que je vous ai montrés, tous ces trucs, Pétrole Apocalypse et tout ça,
ils voient que la partie négative, quoi, en fait. C'est ça, ils se rendent pas compte qu'en parallèle de ce scénario-là, qui peut-être va avoir lieu, on ne sait pas trop, il y a plein de choses qui vont se mettre en place, qui vont venir contrer ce scénario-là, quand même. Hein. Et puis, par ailleurs, ça va être bien aussi, sans doute, de vivre dans un monde où on aura de moins en moins d'esclaves. Donc, pour commencer cette cellule de soutien politique, ce que je vous propose, c'est de vous mettre, comme tout à l'heure, par groupe de 4-5, là, de discuter autour de vous, et puis de trouver quelques trucs majeurs qui font que ça va être plus agréable, plus confortable, qu'on sera sans doute peut-être plus heureux de vivre dans un monde sans pétrole qu'un monde avec chacun 120 esclaves. Peut-être pour voir s'il n'y aurait pas une partie positive aussi à ce changement de mode de vie dans l'humanité, quoi. Bon, je vous laisse 3-4 minutes, puis après je ferai un petit truc à main levée, pour ceux qui veulent donner des éléments qui font que sans doute ce monde-là sera peut-être même plus enviable que le monde actuel. Donc c'est parti, je vous laisse 3-4 minutes pour voir en quoi ça sera mieux. Ben alors voilà en fait, hein, ça va pas être si mal finalement, la fin du monde on s'en fout, c'est plutôt chouette même. Bah ouais. Alors qu'est-ce qui ressort comme élément majeur? Qu'est-ce que vous avez ressorti là de ces petites discussions qui vous font dire que ça c'est vraiment, ça va tout changer quoi. Donc tu dis en fait on consomme déjà local, à travers les AMAP et tout ça quoi. Ah on mange mieux, on mangera mieux. Moins de cancer. Moins d'obésité. Plus de sport. On aura des belles fesses. On aura des belles fesses. On fera beaucoup de vélo. Moins de bruit. Quoi d'autre? On va arrêter Internet, on va enfin rencontrer les gens. Il n'y aura plus d'internet, on va enfin rencontrer les gens. Moins de célibataires. Plus de naturisme, et en plus avec des belles fesses, ma foi. C'est un beau monde qui arrive. Par ici, tu disais? Un autre rapport à la temporalité, au temps. On va prendre le temps. On va se réapproprier le temps. Et l'espace aussi, on va se réapproprier l'espace. Et ouais, sur l'atelier, j'avais rencontré quelqu'un qui ne supportait pas les ondes électriques, qui donc n'avait pas de chauffage électrique, il était pauvre, il avait un appartement équipé que en électrique. Et du coup, il m'avait dit qu'à chaque fois qu'une personne rentrait chez lui, il gagnait 1 degré. Et que donc, voilà, l'hiver, il n'avait pas d'autre choix que d'inviter plein d'amis chez lui les soirs, ou d'aller chez des amis le soir. Et qu'il trouvait ça plutôt chouette de ne pas avoir ce choix-là. C'est peut-être celui qui nous attend. On sera en meilleure santé. Donc moins de cancer, mais même une meilleure santé en général. Hein. Aujourd'hui, voilà, quand c'est un peu dur, un peu crevé, qu'on a du mal à tenir le rythme, la solution, c'est plutôt des vitamines le matin, des somnifères le soir, quoi. Alors en fait, il y a une autre médecine, ça marche vachement bien, avec les mêmes symptômes, ça s'appelle se reposer. C'est hyper efficace en fait, hein. Ceux qui ont testé, ça marche vachement bien. Et peut-être que dans ce monde-là, ça sera plutôt ça qu'on fera pour se soigner. Et que sans doute, on sera moins malade en fait. On travaillera mieux, des travails plus intéressants, ouais. On mutualisera pas mal de choses, il y aura du boulot pour tout le monde. On va réutiliser la faucille et le marteau. On réapprendra à bien cuisiner. Et de l'agriculture vivrière, donc plus de café ici, mais par contre, eux, ils auront à bouffer. Ma foi. Le voyage sera à nouveau une aventure. Gouvernance moins pyramidale.
Eh ben, il y aura tout ça, en fait. Comment? Les choses retrouveront leur sens. Voilà, tout est dit. Les choses retrouveront leur sens, mesdames, messieurs. Et ben voilà, en fait, tout ça, ça va se passer en parallèle de ce scénario-là, en fait. Et peut-être même, contrairement à ce que disent ces pessimistes experts de la fin du pétrole, qu'on ne sera pas si mécontent que peut-être, voilà, on ne peut pas savoir. Les deux scénarios vont être... Ce qui est sûr quand même, c'est que le problème, c'est la transition. Parce que tout ce que vous dites là, ça sera vrai de toute façon quand on aura passé la transition et qu'on sera dans le monde relocalisé, là. Mais voilà, en fait, le problème, c'est ce passage-là, en fait. Comment on bascule d'un monde dans l'autre doucement, en fait. C'est ça le truc. Même si on y bascule fort, voilà, de toute manière, 15 ans plus tard, on en sera là, dans tous les cas, en fait. Hein. Donc voilà, comment on fait pour que ça se passe en douceur? Bon, alors, le premier conseil, peut-être, et le plus important, celui que je pense qu'il faudrait retenir, c'est que dans tout ce système, dans cette transition, ce qui va se casser la gueule aussi, c'est forcément le chômage, la sécu, les retraites, et tout le système de solidarité, en fait. Parce que si on a un chômage de masse, une récession, etc., qu'on le veuille ou non, cette sécurité sociale, elle repose sur l'emploi. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas avoir de solidarité du tout dans un système sans pétrole. Hein. Je suis en train de dire que notre solidarité actuelle, elle est basée sur un productivisme, en fait, et que ça va tomber. Et que voilà, et qu'en fait, on ne pourra plus compter sur l'État, en fait, hein, en cas de pépin. Donc s'il y a un truc à retenir de la fin du pétrole, c'est pas du tout de cultiver des patates dans son jardin, en fait. Hein. Si on devient végétarien, on aura toujours les moyens de manger, c'est pas le souci. Par contre, c'est d'avoir, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est faites-vous des amis. Alors pour autant, il y aurait des solutions politiques, voilà, pour basculer en douceur. Je vous en donne deux. La première, c'est le fait de réduire la vitesse sur les routes à 60 km/h maximum sur toutes les routes. Sans doute que l'entrepreneur qui fait venir des tomates d'Hollande espagnole, là, si ça devait mettre 3 ou 4 jours à traverser la France, peut-être qu'il ne le ferait pas. Et donc tous ces transports, qui du coup s'annuleraient, ne deviendraient plus efficaces, fait qu'on pourrait diminuer notre production petit à petit, et donc réussir à basculer d'un monde dans l'autre sans le subir de plein fouet. Donc il suffirait de faire ça, et on échapperait à peu près à une bonne partie de ce scénario-là, en fait. Une autre truc, qui est en plus compatible avec le premier, ce serait de réduire la durée hebdomadaire de travail à 24 heures maximum, par exemple, par semaine, ou même moins, 20 heures, 16 heures, de répartir le travail. Et si on faisait ça, comme on bosserait moins, on produirait moins, donc il y aurait moins de choses à acheter, quoi. Donc de toute façon, il y aurait moins de trucs à acheter. Mais comme de toute façon, on aurait moins de thunes vu qu'on bosserait moins, on pourrait moins se payer de trucs aussi. Donc en fait, des deux côtés, on se retrouverait un peu dans l'obligation et de partager le travail, donc la richesse aussi entre nous tous, et par ailleurs, voilà, de basculer d'un monde dans l'autre et d'apprendre doucement, en fait, à se passer de nos esclaves, de nos 120 esclaves, au moins d'une partie de ceux-là. Il n'y a qu'un homme politique en France qui parle du pic pétrolier sérieusement, c'est Yves Cochet, qui a écrit Pétrole Apocalypse. Moi, plutôt, je vote pas, donc voilà, chez Europe Écologie Les Verts. Donc, il a failli être candidat au nom d'Europe Écologie Les Verts en 2007. Bon, finalement, ça n'a pas été lui. Donc, sinon, on aurait peut-être eu un programme un peu plus tourné vers le pic de pétrole. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, donc ça pourrait, hein, bon. Mais en général, quand même, on préfère ceux qui nous disent que tout ira mieux que ceux qui nous disent la vérité et que c'est pas drôle pour nous. Donc, ce qui fait que les partis politiques se retrouvent à mentir et à dire que tout ira mieux, en fait, plutôt que de faire un programme qui permettrait d'aller doucement. Ils sont au courant de ça, quand même, hein, ils le savent. Hein. Bon, certains ne le croient pas, parce qu'ils sont scientistes, ils croient au progrès, à la technoscience, donc ils sont sûrs que la science va trouver des solutions. Mais voilà, donc c'est compliqué, en fait, au niveau politique. Donc, en fait, on va se retrouver à devoir se démerder nous-mêmes, hein, puisqu'il n'y aura pas de solution globale, hein, qui fait qu'on va devoir pouvoir passer doucement d'un monde dans l'autre, refabriquer une solidarité. Si l'État prenait ça en charge, on pourrait y arriver. Donc, on va se retrouver chacun à devoir se débarrasser du superflu, et puis après à subir tout ça, quoi. Bonsoir, je suis psychiatre, et donc je viens faire le cours d'accompagnement personnel. Donc ce soir, comment sortir de la toxicomanie. Dans ma discipline, on s'est bien rendu compte que les gens se comportaient avec le pétrole exactement comme des toxicos, avec leurs produits, quoi, leurs dopes, en fait. Vous êtes tous des toxicos du pétrole, plutôt gravement atteints. Et donc je vous propose ce soir un petit cours pour voir comment on pourrait faire pour sortir de la toxicomanie. Hein. Là, il y a vraiment besoin au moins d'un psychiatre.
Et puis je vous propose de prendre comme cas d'étude Anthony Braud, conférencier gesticulant, et de voir comment il se comporte dans ce développement de la sortie de sa toxicomanie. Donc, pour sortir d'une toxicomanie, il y a 6 phases. La précontemplation, la contemplation, je vais expliquer après, sinon, précontemplation, contemplation, préparation, action, achèvement ou consolidation, ou alors la rechute. Donc, dans ces 6 phases-là, c'est bien d'apprendre à se repérer pour voir comment on peut réussir à sortir de sa toxicomanie. Donc, première phase, la précontemplation. La précontemplation, c'est la prise de conscience de la nécessité de changer. Donc, j'étais hier en entretien avec Anthony Braud, qui m'expliquait qu'il faisait une conférence gesticulée en entier sur la fin du pétrole, qu'il avait donc très bien pris conscience de la nécessité de changer, mais qu'il avait encore toujours ces 2 voitures. Donc là, on voit bien ce qu'est la précontemplation. Alors c'est une prise de conscience, mais c'est tout. On ne change rien à son mode de vie. On continue comme avant. Voilà. Ça, c'est la précontemplation. Deuxième étape, la contemplation. La contemplation, c'est quand on mesure le pour et le contre. Qu'est-ce qui se passe si je change, si j'arrête mon produit, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds? Donc voilà, de mon point de vue de psychiatre, je peux vous dire qu'un toxicomane qui passe de la première phase à la deuxième phase a déjà fait un grand pas. Alors c'est juste qu'il prend conscience de la nécessité de changer, puis s'il se met à mesurer le pour et le contre, ça se voit peut-être pas pour ses parents, par exemple, si toxicomanes de drogue dure ou je sais pas quoi, qui peuvent trouver qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Et ben en tout cas, voilà, pour lui, pour le toxicomane, c'est un grand changement qui a été fait. Donc là, on pourrait prendre l'exemple des toilettes sèches. Anthony Braud fait une deuxième conférence gesticulée sur l'eau et le caca, qui s'appelle l'eau Sachi. Et donc il est très très au fait. La précontemplation est nickel, c'est même lui le conférencier. Et pour autant, il me disait en rendez-vous que, quand même si c'est pas du tout ce qu'il dit dans sa conférence, c'est quand même chiant s'il n'y a plus de sueur, il faut quand même vider le seau toutes les semaines, ça pue quand même un petit peu, c'est quand même, il y a aussi du pour et du contre, quoi. Et que jusqu'ici, il avait toujours son toilette à eau, et qu'il n'avait toujours pas de toilette sèche chez lui. Donc vous voyez, on mesure le pour et le contre, on voit bien, mais on ne change toujours rien à son mode de vie. Voilà. Donc là, on est dans la contemplation. Troisième phase, les préparatifs, la préparation. Donc là, la préparation, c'est donc juste avant la cure. Donc la préparation sur la fin du pétrole, ça consisterait du coup à apprendre à se former. Lever la main ceux qui pensent que leur métier sera toujours viable là-dedans. Lever la main ceux qui pensent qu'ils pourront toujours vivre de leur métier là-dedans. Voilà. Ouais. Alors s'ils n'ont pas encore de métier, c'est celui qui compte faire. Donc c'est une petite minorité. Il y en a quand même beaucoup plus que ceux qui sont venus grâce au fly. Mais c'est quand même une minorité, quoi. Donc il vous reste quand même encore quelques années pour vous former à quelque chose d'utile, bande de parasites. Une fois les préparatifs effectués, on est donc dans la cure. Donc la cure, alors quand on ne connaît pas du tout le monde de la toxicomanie, on a l'impression que la cure c'est difficile, c'est dur. Alors en fait, pas tant que ça. La cure, elle est préparée, il y a eu tout ce qui s'est passé avant. Puis pendant la cure, on est encadré en fait, donc ça se passe plutôt bien. Donc en discutant avec Anthony Braud, là, il m'expliquait qu'il avait une alimentation plutôt carnée, et que du coup, il se retrouvait à avoir un panier de légumes toutes les semaines, puisqu'il bénéficiait d'un panier de légumes dans une AMAP. Et m'expliquait-il, il ne comprenait pas pourquoi il se retrouvait avec des radis noirs toutes les semaines dans son panier, alors que même à Carrefour, ils n'en vendent jamais. Je veux dire. Et du coup, si vous voulez, la cure, pour lui, c'était ça. Alors, voilà, les paniers, une fois qu'ils sont achetés, faut les bouffer, quoi. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas non plus laisser moisir, puis ça coûte de l'argent, donc voilà. Et donc, on se retrouve avec des radis noirs toutes les heures. Je sais qu'on peut les faire cuire, tout ça, on a fait aussi. Puis, alors, pareil, en fait, à l'entrée de l'hiver, il m'expliquait les courges, quoi. C'est sympa, les premières courges, genre, putain, au bout de 2 mois, des courges toutes les semaines, vraiment, il faut se les taper, quoi, vous voyez. Bon, mais c'est la cure. Donc pendant que c'est la cure, on y va. Chaque semaine, le panier arrive, on est conquérant, on est cadré, ça arrive, tout ça. Et donc la phase d'après, c'est l'achèvement ou la consolidation. Donc là, l'idée de l'achèvement, de la consolidation, ce serait de maintenir dans sa vraie vie ce qu'on a réussi à faire pendant la cure. Donc là, pour Anthony Braud, ça signifierait que s'il arrêtait son panier à la MAP, il irait volontairement dans une Biocoop acheter des courges toutes les semaines quand même. Alors, il n'en est pas du tout là, j'en ai parlé avec lui, il n'en est pas du tout là du tout. Donc là, il y a un besoin d'une cure longue, ce qui peut expliquer aussi les rechutes. Alors, si la MAP s'arrête, sans doute, il ne va pas se précipiter sur des radis noirs tout de suite. Il va falloir de nouvelles cures. Mais c'est vraiment pas grave, parce que même quand il y a une rechute, les premières étapes sont gagnées pour toujours.
même si vous rechutez, vous remettez à consommer votre produit, eh bien, voilà, la pré-contemplation, elle est déjà faite, la contemplation, elle est déjà faite, les préparatifs ont déjà eu lieu une fois, donc on se retrouve sur une deuxième cure, et ce ne sont pas des gens faibles qui doivent enchaîner plusieurs cures avant de sortir d'un produit, c'est le cheminement d'une personne vis-à-vis de sa toxicomanie, et parfois il faut plusieurs cures pour en sortir, et c'est plutôt un cheminement que des échecs successifs, il ne faudrait pas le voir comme ça. Or, Anthony, comme vous tous, vous êtes tous toxicos de tous ces trucs-là, en fait, de vos esclaves dans tous ces trucs-là. Ce qu'il va falloir accepter, c'est que peut-être, selon les aspects, vous serez déjà dans l'achèvement ou la consolidation. Pour d'autres, vous serez à peine en contemplation, voire en pré-contemplation. Pour d'autres, vous êtes déjà en cure. Voilà, chacun, il y a différentes étapes, et chaque personne n'est pas à la même étape pour chacune des usages du pétrole, quoi. Et puis voilà, c'est ça en fait, c'est la manière de sortir d'une toxicomanie. Et bon, alors le problème derrière, c'est que évidemment, ça va pas être bien simple de le vivre correctement, et surtout en tant que militant, si on va en parler à d'autres, d'accepter ce cheminement-là. C'est souvent ça le truc, en tant que militant, quand on n'est pas psychiatre, ben en fait on croit que quand on informe des gens, ça va suffire à ce qu'ils passent à l'action, vous voyez ? Si on regarde des films joyeux qui donnent envie de changer le monde, comme Nos enfants nous accuseront, Le cauchemar de Darwin ou Le syndrome du Titanic, pour ne citer que les plus fameux, on a l'impression que si on voit ça, les gens, tac, ils vont changer leur mode de vie, ils vont se précipiter dans les amas, bouffer des courges et des radis noirs. Et en fait, pas tant que ça, en fait, hein, finalement. C'est-à-dire qu'informer les gens, ça ne suffit pas pour qu'ils agissent. Et des fois, du coup, on a envie de les informer pour qu'ils agissent. Puis en fait, ils sont cons, les gens, ils ne veulent pas changer, quoi. Bon alors voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on sort d'une toxicomanie, hein. Merci à vous. Ok, alors voilà, on va passer à la recette pour changer le monde, hein, parce qu'on arrive, hein, quand même, ce serait bête de se séparer sans ça. Donc ce serait tout ça l'éducation populaire en fait. Il faudrait faire tous ces trucs-là, quoi. Ça devrait être ça qu'on devrait faire dans les animations, dans les associations socioculturelles, dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier. Ce serait plutôt ça en fait, du savoir émancipateur, de l'orienter vers l'action collective, de réfléchir ensemble, de vivre des expériences, de briser des tabous, tout ça, d'apprendre à résister, quoi. Et bah voilà, pour changer le monde, du coup. J'ai participé à un stage, en fait je l'encadrais d'ailleurs, avec les stagiaires, on avait inventé une formule pour changer le monde. Alors, je vous en fais profiter, c'est sympa de savoir ça quand même. Culture générale, c'est sympa dans les salons. Donc pour changer le monde, il y aurait 3 piliers. Et ce serait comme un tabouret à 3 pieds. Ça veut dire que si un seul pied manque, ce tabouret ne peut pas tenir debout et on ne pourra jamais changer le monde. Les 3 pieds sont les suivants. Le premier pied, ce serait l'éducation populaire. Justement, le fait de réussir à s'adresser aux non-convaincus, à être de plus en plus nombreux, que ce soit des masses qui aient envie de changer le monde, tant qu'on n'est que quelques-uns, ça ne marchera pas. Ça, effectivement, c'est un pilier. Il y aurait un deuxième pilier, ce serait les alternatives exemplaires. Donc, alternatives exemplaires, c'est donc les AMAP, hein, tous ceux qui essayent de changer leurs actes à leur échelle, au niveau local, dans leur vie quotidienne. Eh bien, on peut trouver par ailleurs que ce n'est pas très utile ou que ce n'est pas en faisant du lait de chèvre dans le Larzac que ça va changer le capitalisme. Mais c'est important d'avoir ce pilier-là, parce que sans eux, nous n'aurions pas d'horizon, nous n'aurions pas d'imaginaire politique, on ne pourrait pas se projeter dans d'autres manières de vivre, quoi. Donc ce pilier-là, il est fondamental. Si on n'a pas ce pilier-là, on ne s'en sortira pas non plus. Et le troisième pilier, c'est l'affrontement. Qu'on le prenne par le bout qu'on veut, et même si à la fin du pétrole et tout ça, il y a de toute façon des gens, ça va pas les arranger, quoi. Et après, on pourrait dire, oui, mais c'est de l'éducation, il faudrait les éduquer. Ben oui, mais non, en fait, plus on leur explique ce qui se passe, plus les riches vont comprendre qu'ils ont à y perdre avec ce qui va arriver. Donc ils auront de toute façon pas envie d'aller dans ce monde-là, en fait, hein. Donc il va falloir à un moment donné voilà, s'affronter à ceux qui profitent du système actuellement en place. On peut le prendre par le bout qu'on veut, cette dimension d'affrontement, elle sera de toute façon nécessaire. Donc il faudrait ces 3 piliers-là, quoi. Et même plus que ça, il faudrait qu'il y ait ces 3 piliers-là, mais qu'ils soient en convergence les uns avec les autres, la convergence des luttes. Mais le problème de la convergence des luttes, c'est que souvent, quand des gens de ces 3 piliers-là essayent de faire quelque chose ensemble, ils essayent de définir une action commune. Et voilà, de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et ça ne peut pas marcher, en fait, hein. En général, on est chacun soit
très fortement ancrés dans un des 3 piliers, et on trouve que notre pilier, c'est celui qui est bien, c'est celui qui est efficace, c'est celui qui est nécessaire, c'est celui qui est utile, et on a même tendance à dénigrer les autres. Ah ouais, mais ils font chier les casseurs là, des contre-sommets, ils décrédibilisent tout le mouvement. S'ils n'étaient pas là, on aurait une meilleure image de l'altermondialisme. Et puis eux-mêmes disent, mais qu'ils sont débiles ces babacools au lait de chèvre là, s'ils croient que c'est en cultivant des chèvres non violentes qu'ils vont réussir à battre le capitalisme, vraiment on n'est pas rendu quoi. Hein. Puis alors les autres qui font leur débat à la con avec des experts et des tracts qui servent à rien, je veux dire, c'est pas avec eux qu'on va pouvoir lutter quoi. Je veux dire, il va passer de l'eau sous les ponts avant que les débats servent à quelque chose en France. Et c'est très facile, en fait, de dénigrer les autres formes d'action. Parce qu'en plus, évidemment, à petite échelle, tout paraît dérisoire. Je veux dire, qu'on le prenne, voilà, n'importe lequel des 3 piliers qu'on prenne, à petite échelle, ça sert plutôt pas à grand-chose, quoi. Hein. Ça paraît dérisoire, donc on a plutôt tendance à se diviser, à se dénigrer, quoi. Donc plutôt que d'essayer de chercher une action commune, parce que ces gens-là sont sur des modes d'action radicalement différents, tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien de voter, qu'il faut changer le monde à son échelle, là où on est, ceux qui pensent qu'au contraire, il faut s'investir dans les partis politiques, les syndicats, et puis ceux qui sont plutôt dans l'affrontement, qui pensent qu'il n'y a pas de salut là-dedans, il faut plutôt réussir à construire des rapports de force, etc. Si on voulait trouver une action commune à nous tous, là, hein, pour réussir à se préparer, on n'y arriverait pas sans doute. Alors qu'on est dans la minorité convaincue, hein, vous voyez bien. Alors voilà, la convergence des luttes, on s'est rendu compte dans ce stage-là que sans doute, il fallait le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il fallait choisir une cause commune, voilà, un objectif commun, et après, chacun fait à sa manière, et chacun est libre d'utiliser le mode d'action qu'il souhaite, quoi. Donc si les casseurs veulent, si on veut abattre le capitalisme, par exemple, ben, si les casseurs veulent péter des banques, eh ben, qu'ils les cassent. On a besoin d'eux, on a besoin d'un affrontement, d'un rapport de force. Tant qu'il n'y aura pas ça, ils n'auront pas peur en face. Voilà, on va battre le capitalisme, et ben, les babacools de lait de chèvre, on a besoin d'eux, on a besoin d'inventer une autre économie, un autre truc comme ça. Donc c'est bien, encourageons-les, on a besoin d'eux. Et les débats qui servent à rien, eh ben, on a besoin d'eux aussi. C'est eux qui vont relayer quand même tout ça. C'est tous ces petits médias, ces petites associations, voilà, ce maillage de tout ça, quoi. Alors ça ne va pas être facile de les défendre, de dire mais je suis d'accord pour qu'ils cassent des banques, si on n'est pas dans le pilier affrontement, quoi. Peut-être ne faudrait pas aller jusque-là. Mais au moins, quand en face, ils essaient de nous diviser, de dire, bah, je sais pas, ils cassent des banques, en tout cas, moi, c'est pas mon problème, c'est pas mes banques. Voilà, donc si ça fait chier les riches, ben, en tout cas, moi, je suis pas de leur côté. Donc, bah, qu'ils cassent des banques, c'est pas à moi qu'il faut venir demander de décrédibiliser ce truc-là. Demander aux banquiers de dire que c'est n'importe quoi. Mais voilà, moi, c'est pas mon problème. Ils cassent des banques, bah, ouais, m'en fous, quoi. Au moins d'avoir cette posture-là, ce truc-là, de dire, voilà, chacun agit comme il le souhaite. Et c'est sans doute comme ça que ces piliers-là, ces 3 piliers, pourront entrer en convergence les uns avec les autres et que notre tabouret va tenir debout, quoi. Donc, je voulais vous dire ça. Et puis vous dire que si ça peut paraître dérisoire, les petits changements qu'on peut faire à son échelle, peu importe le pilier dans lequel on est, en fait, ceux qui seront organisés, qui auront une habitude de fonctionner ensemble, dans le monde de la fin du pétrole, ils auront énormément d'avance. Ce truc-là, ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité de quelque chose à absorber des chocs. Aujourd'hui, on peut trouver qu'une AMAP, c'est vraiment très loin du compte. Quand on voit les changements de mode de vie qu'il faudrait opérer pour être à la hauteur de la fin du pétrole, on peut trouver ça dérisoire, absolument inutile. Une goutte d'eau, quoi, hein, vous voyez, dans un océan. Puis c'est encore pire pour casser un abribus dans un contre-sommet. Les puissants du monde se réunissent, je ne sais pas où, en cassant un abribus. Eh bien, n'empêche que le jour où on aura besoin de s'organiser plus fortement, il y aura plus de nécessité, on sera plus dans la merde en fait, eh bien ceux qui auront déjà appris à le faire, même si pour l'instant ils n'en font pas grand-chose, si vous voulez, de leur organisation, même si ça ne sert qu'à faire une AMAP, alors qu'il faudrait peut-être partager nos salaires, mettre tout en commun, je veux dire. Voilà, mais ceux qui sont déjà là, ils auront une avance absolument énorme. Alors ceux qui sont chacun dans leur coin, évidemment, le jour où il faudra s'organiser, ils auront un chemin énorme à faire. Il y a 250 territoires, dans 15 pays différents actuellement, en Europe et dans le monde, où des habitants s'organisent pour se préparer tout de suite à la fin du pétrole, et se préparer tout de suite à s'organiser autrement, et à faire en sorte à développer leur résilience, en fait. Pour eux, il y a 3 phases pour monter une ville en transition. Une première phase qui serait d'éduquer au pic pétrolier, d'informer sur cette impasse énergétique, qu'il n'y a pas de solution, en fait, il n'y a que la décroissance, enfin, voilà, avoir moins d'esclaves, quoi. Une deuxième phase qui serait permettre aux gens de débattre vraiment, pas comme avec les questions de préparer à l'avance et voilà, ces experts qui monopolisent le débat, donc de faciliter le fait que les gens puissent s'exprimer tous. Et puis une troisième phase qui serait de l'action, voilà, développer des actions concrètes, directes, basées sur les désirs des gens. Et pareil, elles peuvent paraître ridicules,
Mais la résilience qu'ils sont en train de fabriquer est absolument énorme. Donc il y a vraiment un chantier là-dedans fabuleux dans les villes en transition. C'est beaucoup plus présent dans le monde anglo-saxon, très peu en France, mais c'est en train d'arriver aussi en France. Donc, un autre de mes tripes perso. Et puis le troisième, c'est les camps Action Climat. En fait, je me demandais bien comment se former vraiment à l'action directe. Je veux dire, voilà, comment on apprend ça? En fait, évidemment, quand Alinsky raconte ça, ça a l'air drôle. Et j'ai beaucoup d'estime, en même temps d'étrangeté vis-à-vis de ces militants qui acceptent de s'enchaîner sur des rails d'une voie de chemin de fer pour protester contre un train qui transporterait des déchets nucléaires, par exemple. Et j'ai envie de m'y frotter, de dire, il y a peut-être des compétences, des savoir-faire là-dedans. C'est ça qui nous manque dans le monde militant, en fait. C'est comment on agit derrière, quoi. L'analyse, on est à peu près calé, hein, même très calé. Hein. Pour l'instant, moi, je veux dire, je me laisse pas faire. Hein. Quand il y a un truc qui ne va pas bien dans le monde, dans le printemps arabe, des trucs comme ça, je me laisse pas faire. Je prends le hors-série du monde diplo. Je veux dire, j'y vais franchement, quoi. Hein. Donc non. Alors comment qu'on fait? Et donc je suis tombé sur des camps Action Climat. Et ces camps Action Climat, c'est des sortes de festivals autogérés. N'importe qui peut y aller. Du coup, c'est ouvert à tout le monde. Et du coup, en parlant avec les militants là-bas, ils m'ont dit une phrase que j'ai trouvée fabuleuse, en fait. Peut-être ce qui nous empêche de passer à l'action, c'est qu'il y a l'envie de réussir, l'envie de changer le monde, et puis il y a la peur d'échouer. Mais comme les peurs, on n'en fait rien, qu'on n'en parle pas, ben on se retrouve avec une envie de réussir qui est plus ou moins forte, puis une peur en face dont on ne travaille pas avec, quoi. Il me dit, ben en fait, il faudrait juste que l'envie de réussir soit plus forte que la peur d'échouer. Et alors, le passage à l'action, il va se faire. Mais pour que ce soit plus fort que la peur d'échouer, il faut travailler les peurs, en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que souvent, dans le monde militant aussi, on se demande si on est optimiste ou pessimiste sur la tournure que vont prendre les événements. Et je me suis rendu compte que c'était une fausse question, en fait. Voilà, certains optimistes se servent de leur optimisme pour ne rien faire du tout. C'est une excuse, en fait. La science va trouver une solution. Tu te prends la tête, passe pas tes week-ends dans des réunions, des trucs à la con. T'inquiète pas, ça va bien se passer, ils ont déjà des trucs dans les tiroirs, en plus, c'est déjà tout prêt, dès que ça va galérer, ils vont nous sortir les nouveaux moteurs, tout ça. Donc, une forme d'optimisme qui permet de juste rien faire, quoi. Et puis pour d'autres, cet optimisme, c'est leur moteur. Mais si, on peut changer le monde. On va y arriver, je vais dire, ouais, regarde collectivement ce qu'on a réussi à faire, là, on est nombreux, c'est en train de bouger, mais si. Pour certains, l'optimisme, c'est le moteur. Puis le pessimisme, c'est pareil. Pour d'autres, le pessimisme, ça sert juste à ne rien faire. C'est déjà foutu. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as déjà dit en plus. C'est trop tard. Depuis que c'est 2006, regarde, le mur, on va se le prendre, quoi. Vas-y, mais arrête tes trucs. Pars en vacances, profites-en pendant qu'il y a encore des avions. Enfin, une forme de pessimisme, juste permet de ne rien faire. Puis pour d'autres aussi, le pessimisme, c'est le moteur. Alors, mais attends, mais t'es bien dans quelle merde on est? Il faut absolument se bouger le cul, là. On peut plus attendre, quoi. Enfin, ça va vraiment trop mal. Qu'est-ce qu'on va attendre, en fait, quoi? Enfin, bon. Et m'a dit non, optimisme ou pessimisme, c'est pas le bon débat. Donc en tout cas, la prochaine fois que j'entendrai ça, je vais faire la même chose, d'arrêter de dire, mais en fait, quelle est ta détermination, en fait? À quel point ton envie de réussir est plus forte que ta peur d'échouer? On s'en fout que tu sois optimiste ou pessimiste. En fait, à quel point, peu importe dans quel truc t'es, à quel point t'es déterminé, quoi. À quel point ton envie de réussir est plus forte que ta peur d'échouer. La détermination. Et du coup, la détermination, ce camp climat, ça sert à la renforcer, en fait, de se rendre compte qu'on est capable de faire ça. Et donc, pour conclure cette conférence gesticulée, je vous propose de vous raconter une action directe, ma première, que j'ai vécue au camp climat du Havre, c'était il y a 1 an et demi. Et voilà, on a décidé d'attaquer un Carrefour Market. Et on était une vingtaine, et on s'est dit, on va faire une réquisition de richesse. Peut-être certains connaissent ça dans la salle, ou on l'a déjà pratiqué. Donc on est allé à 20 dans le Carrefour Market, et on a vidé notamment tout le rayon bio, et puis aussi d'autres rayons. Et on a rempli nos caddies. On était 2 par caddie, on était une vingtaine, une dizaine de caddies. Voilà, et on arrive aux caisses, tous les caddies en même temps, un caddie par caisse. Et on se coordonne vite fait pour pouvoir arriver ensemble. Et là, en fait, une fois qu'on est tous aux caisses, on ne met pas les marchandises sur le tapis roulant, et on informe les caissières qu'on voudrait demander à discuter avec le patron, on voudrait sortir avec gratuitement tout ce qu'on a dans les caddies, on voudrait lui demander l'autorisation de sortir gratuitement avec tout ça. Je fais, très bien, je vous l'appelle. Il descend, d'accord, il commence par fermer les grilles du magasin et nous enfermer tous à l'intérieur du magasin. Donc nous tous les militants, mais aussi les vrais clients du coup.
Alors je dis nous tous. En fait, j'avais eu peur, donc j'étais à l'extérieur du magasin, moi. Mais c'est ça d'avouer ses faiblesses, faut oser le faire, je le fais ce soir. Et là, du coup, il a appelé la police. La police est arrivée et il a dit bah, enfermez-moi tout ça, là. Bon, c'était pas comme ça, mais ça voulait dire ça. Et la police dit oui, mais pour quelle raison? Là, en fait, ils n'ont rien volé, ils vous demandent l'autorisation de sortir, mais ils n'ont pas volé là encore. Regardez, ils sont encore dans le magasin même. Donc 17 minutes plus tard, il a laissé tout le monde sortir avec 2812 € de marchandises. Je m'en rappellerai longtemps. Et on est ensuite allé distribuer tout ça dans la cité, en fait. On n'a pas gardé pour nous, on leur a dit à tous descendez, Carrefour vous offre tout ça, il suffit de demander gentiment. En fait, en vrai, donc là je vous le dis en cours, mais donc il y a eu plein de réunions pour savoir les risques, l'organisation, se caler les uns par rapport aux autres, pas se faire choper, pas réagir mal, si le vigile vient, si le directeur, si la police, si le truc, tout ça. Donc ça nécessite une grosse organisation, parce qu'il y a beaucoup de peur à travailler en fait. Une fois que ça a été fait, bah en fait, en vrai, ils sont rentrés dans un caddie, dans un supermarché, ils ont rempli leur caddie, ils sont allés à la caisse, ils ont attendu 17 minutes, puis ils sont sortis gratuits, quoi. Voilà, et donc de démontrer aux gens dans la cité qu'à 20 personnes, même un gros truc comme Carrefour, on peut très bien s'y attaquer, il n'y a aucun problème. Donc les gens sont descendus, certains n'étaient pas du tout contents, on trouvait qu'on était des vandales et des voyous, donc ils n'étaient pas très dans la convergence des luttes, j'ai essayé de leur expliquer, mais j'étais un peu court comme temps. Et voilà, d'autres trouvaient ça vraiment super bien, quoi. Par ailleurs, on expliquait, on avait un tract, on disait, voilà, si vous êtes au chômage, etc., c'est aussi leur faute, à chaque fois qu'il y a un emploi créé en supermarché, enfin, les dégâts causés par voilà, l'agroalimentaire de masse, tout ça, hein, par rapport... Mais surtout, voilà, je terminerai cette conférence, donc les derniers mots, je laisserai les derniers mots à Carrefour, parce que j'ai trouvé ça magnifique, sur les sacs Carrefour qu'on a utilisés pour mettre tout ce qu'on avait dans nos caddies. Vous savez ce qu'il y avait écrit dessus? Vous n'allez pas souvent chez Carrefour, c'est ça, hein? Eh bien, je l'ai là. Et je vous le montre, c'est incroyable. Ça sera la conclusion de ma conférence. En agissant ensemble, on agit vraiment, mesdames, messieurs.